je reviens sur votre première question, donc sur les objectifs poursuivis par le programme Action publique 2022. Alors je vais commencer par les objectifs généraux, si vous voulez bien, en étant d'ailleurs pas très original, parce qu'on voit qu'on travaille quand même sur les mêmes champs depuis plusieurs années, puisque ce que le gouvernement entend faire à travers Action publique 2022, c'est répondre aux attentes de l'éternel triptyque usagers, agents de l'administration, contribuables. Quand on dit répondre aux attentes de l'usager, c'est évidemment, et on est au cœur de nos sujets, améliorer la qualité de service. Et quand je dis améliorer la qualité de service, c'est non seulement la qualité du service rendu, c'est-à-dire vraiment le service public que nous apportons. Donc par exemple chez nous, est-ce que nous sommes effectivement en mesure d'élever le niveau de qualification en France? Ça, c'est vraiment l'objectif métier et c'est évidemment un des aspects poursuivis à travers Action publique 2022. Quand on dit améliorer la qualité de service, c'est aussi améliorer la qualité de la relation avec l'usager et bâtir réellement une relation de confiance. Je vais y revenir parce que c'est vraiment un des fils rouges, si je puis dire, ou un des leitmotifs d'AP 2022. Pour les agents, l'objectif, c'est de leur offrir un environnement de travail modernisé. Et là aussi, quand on dit environnement de travail modernisé, c'est à la fois en termes d'outils, mais il ne faut surtout pas que cet aspect outils prenne le dessus. L'enjeu, c'est aussi un environnement de travail modernisé dans ses pratiques. Et j'y reviendrai, ça veut dire associer davantage nos agents à la conception de leur mission, si je puis dire, ou en tout cas à la conception des modalités selon lesquelles ils remplissent ces missions. Et puis pour les contribuables, de façon assez classique, l'enjeu, c'est évidemment d'accompagner la maîtrise des dépenses publiques. Je vous propose, si vous le voulez bien, de nous concentrer sur le volet usager, donc décliné dans le champ de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, même si, comme nous allons le voir, le lien entre usagers et agents est évidemment permanent et que l'amélioration sur les deux volets est indissociable. Bâtir une relation de confiance avec nos usagers, c'est un enjeu central, compte tenu du nombre d'usagers de nos deux ministères, compte tenu de leur pluralité. Enjeu central dans lequel il nous faut donc réussir à renforcer la confiance de l'usager envers l'administration, mais je dirais aussi une confiance réciproque entre l'usager et l'administration, c'est-à-dire notre capacité à nous à faire confiance à l'usager et à considérer, si je puis dire, par construction, qu'il est de bonne foi jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire. Confiance donc réciproque entre l'usager et l'administration. Confiance également, et c'est là qu'il est nécessaire de traiter les deux aspects usagers et agents, confiance de l'institution dans ses agents, puisque bien évidemment, pour rendre un service de qualité, il est impératif que nos agents se sentent soutenus, considérés, et qu'ils sentent qu'ils bénéficient de la confiance de l'institution. Ces enjeux nous invitent à revoir nos manières de travailler. Je dis bien revoir, faire évoluer. L'idée, ça n'est pas de renverser la table, de considérer que tout ce qu'on faisait avant était inadapté et de repartir de zéro. Plus on travaille sur ces sujets-là, et plus on voit qu'il y a énormément de bonnes pratiques qui existent, de choses très positives qui sont faites. L'approche qui est la nôtre et qui est celle aussi d'Action publique 2022, c'est davantage d'avoir une logique de systématisation, tout en étant capable d'individualiser derrière, mais de partager ce qui se fait de bon et en aucun cas de dire que nous avons jusqu'à présent été dans l'erreur. Donc, améliorer, revoir nos manières de travailler en mobilisant principalement deux leviers, la transformation numérique, notamment pour atteindre l'objectif de 100% de démarches accessibles en ligne. Et je reviens, ça sera la deuxième question, donc je ne vais pas le faire tout de suite, mais vous avez évoqué le tout numérique. Le but, c'est vraiment pas le tout numérique. C'est offrir une accessibilité à 100% de nos démarches en ligne, mais certainement pas tout faire passer par le numérique, mais j'y reviendrai après. Donc premier levier, la transformation numérique. Deuxième levier, l'implication des agents et des usagers dans la conception, si je puis dire, de notre façon de rendre le service public. Si je reviens rapidement sur ces deux points, sur la transformation numérique, le comité interministériel de la transformation publique, qui est l'instance interministérielle qui suit l'avancement d'Action publique 2022 du 1er février dernier, a clairement évidemment affirmé que le périmètre de nos deux ministères a vocation à contribuer à l'accélération de la transformation numérique des administrations, à travers notamment le fait d'offrir de nouveaux services en ligne pour tous les citoyens. Chez nous, ce qui a été mis en avant dans le cadre du communiqué qui a suivi ce comité interministériel de la transformation publique, c'est notamment la dématérialisation, la poursuite de la dématérialisation des démarches liées à la rentrée scolaire, à l'inscription au moment de la rentrée, les démarches de demande de bourse, par exemple, où j'y reviendrai tout à l'heure, on a là de beaux succès en matière de dématérialisation, et plus globalement, et j'y reviendrai également,
le développement de ces services dans une logique de dites-le nous une fois, qui est là aussi une logique assez ancienne, hein. Ça ne date pas d'Action publique 2022, mais c'est une logique sur laquelle il nous faut continuer à travailler, avec toujours cette idée que les administrations doivent commencer à partager l'information avec toutes les précautions qui s'imposent avant de demander plusieurs fois la même chose aux usagers. Ça, c'est le volet transformation numérique, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Sur le volet implication des usagers et des agents, la démarche repose beaucoup sur des écoutes usagers, visant donc à associer les usagers, recueillir leurs besoins, leurs attentes et voir comment ils souhaitent, quelles sont pour eux les pistes d'amélioration de nos services. C'est notamment le cas, mais pas que, hein, de services que nous mettons en ligne et à travers les démarches que portent la DGESCO et la DNE, où nous recueillons justement les retours des agents, des usagers sur la pertinence de ces services. Je voudrais élargir un peu le propos au-delà du seul programme Action publique 2022, revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la loi ESSOC, donc État au service d'une société de la confiance, qui, appliquée à notre périmètre, mais nous aurons, je pense, l'occasion d'y revenir, se décline effectivement par l'expérimentation de référents uniques qui est menée dans l'Académie de Clermont-Ferrand. Des expérimentations aussi sur l'extension des horaires d'ouverture des DSDEN. Plus globalement, le fondement de cette loi, je l'évoquais tout à l'heure, elle s'appelait au début projet de loi droit à l'erreur. C'était le nom de code, si je puis dire, qui lui avait été donné au moment où les différents ministères travaillaient dessus. L'idée, c'est bien celle-là, c'est de partir du principe que l'usager est de bonne foi, c'est ce que j'évoquais précédemment, et que tant qu'on n'a pas la preuve qu'il est de mauvaise foi, si je puis dire, ben, on n'a pas à lui demander de justifier sa bonne foi. C'est vraiment le fondement, pour faire court, et derrière, cette loi, elle se décline sur tout un ensemble d'applications. Nos deux ministères, d'ailleurs, ne sont pas forcément, pour le coup, au cœur de la loi ESSOC. Hein. On n'est pas les ministères les plus contributeurs en matière de mesures, parce qu'on n'est pas forcément les ministères qui pilotons le plus d'octroi de droits, si je puis dire, aux usagers, mais c'est vraiment une philosophie globale qui a été visée et mise en œuvre à travers cette loi. Revenir également un peu en marge d'Action publique 2022 sur le programme Transparence sur la qualité de service, qui vise à afficher des indicateurs de qualité de service dans tous les établissements recevant du public. Là aussi, le comité interministériel de la transformation publique du 1er février s'est prononcé à valider la démarche. Et en 2020, il est prévu que tous les services publics en relation avec les usagers rendront compte de la qualité des services qu'ils délivrent en affichant des indicateurs de performance. Et quand on dit afficher des indicateurs de performance, c'est au plus proche de l'usager, donc chez nous, dans nos établissements. Alors, si j'en viens à votre deuxième question sur les avantages et les inconvénients de la dématérialisation. Bien évidemment, nous devons, et quand je dis nous, c'est l'État dans son ensemble, nos deux ministères, nous devons tenir compte des attentes de la société, d'une société qui se transforme, et des attentes de nos usagers qui évoluent. Et dans ce cadre-là, l'un des axes clés, c'est évidemment le développement des démarches en ligne et la dématérialisation de ces démarches. L'idée, c'est de répondre, de ce point de vue-là, à deux attentes de nos usagers. La première, c'est la simplicité. L'avantage de la démarche en ligne, c'est évident, donc je ne m'attarde pas, c'est qu'on n'a pas à se déplacer, on peut la faire de chez soi quand on veut, au moment où on est disponible. Donc c'est évidemment un allègement de la contrainte pour nos usagers. La preuve que ça répond à une attente, c'est qu'on voit, je l'évoquais tout à l'heure, j'y reviens maintenant, que nos services en ligne de demande de bourse, que ce soit pour le collège, hein, qui fonctionne depuis maintenant 2 ou 3 ans, ou pour le lycée, rencontrent un réel succès et qu'on a pour les collèges près de 40% des demandes qui se font par ce canal, et pour les lycées, dès la première année, plus de 50%, plus de la moitié des démarches qui se sont faites au format dématérialisé. Ça, c'est la première attente, l'aspect pratique des choses, si je puis dire. Deuxième attente en matière de simplification, et je reviens sur le dites-le nous une fois que j'évoquais tout à l'heure, c'est que cette numérisation des démarches, cette dématérialisation, elle doit aussi permettre de faciliter l'échange de données et d'éviter d'avoir à demander à l'usager plusieurs fois le même document ou de répondre plusieurs fois à la même question. C'est ce qu'on poursuit avec les démarches d'inscription, par exemple, au lycée, qui permettent d'avoir une logique de réactualisation simplement des données d'une année sur l'autre. C'est ce qu'on poursuit également avec le projet porté par la DNE et par la DGESCO qui s'appelle Onde Échange. Je ne rentre pas dans la technique, mais l'idée, c'est de favoriser les échanges de données entre nous et les mairies au moment de l'inscription au primaire. L'idée étant qu'entre la mairie et nous demandons les informations une seule fois aux parents et pas chacun séparément de notre côté, puisqu'on voit bien que ça, c'est un facteur d'insatisfaction récurrent chez nos usagers, chez les parents d'élèves. En marge de cette démarche, parce que on n'est pas au cœur du dites-le nous une fois, mais c'est dans le même esprit, je voudrais évoquer rapidement le projet France Connect Éducation, porté par la DNE, qui a pour but, lui, d'unifier, de fédérer les identifiants, donc les identifiants et les mots de passe, pour la connexion à nos différents services en ligne. Là, l'idée, c'est aussi de simplifier la vie de l'usager,
de lui éviter d'avoir un bout de papier où il a 5 identifiants et 5 mots de passe différents et où il faut qu'il se souvienne à chaque fois de quel est le bon mot de passe pour quel site. L'idée, c'est de fédérer et de lui permettre, avec une seule identité, de se connecter et d'accéder aussi aux téléservices relatifs à ses enfants. Bien évidemment, quand on déploie ces démarches, l'enjeu, c'est de garder en permanence une visibilité sur le retour des usagers, sur leur niveau de satisfaction, à la fois d'ailleurs usagers, mais aussi nos propres agents, sur leur appropriation de cet outil et les éventuels points d'amélioration qu'ils détectent. Et donc c'est pour cela que nous veillons systématiquement à avoir des dispositifs d'écoute des usagers et des agents sur la mise en place de ces services. Et donc je voudrais revenir sur un point sur lequel j'ai réagi par rapport à votre question tout à l'heure. Donc encore une fois, mais j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est un enjeu clé et c'est vraiment là aussi presque une question de philosophie ou d'objectif de la démarche que nous portons. L'idée, ça n'est vraiment pas, en aucun cas, de viser 100% de dématérialisation des flux, c'est-à-dire d'avoir 100% des demandes qui soient faites en dématérialisé. L'enjeu, c'est de pouvoir proposer 100% des démarches en ligne, de laisser le choix sur 100% des démarches aux usagers, à eux de voir ensuite s'ils préfèrent le faire en ligne ou s'ils ressentent le besoin de se déplacer, d'avoir quelqu'un au téléphone, de pouvoir avoir un échange. Parce qu'on voit bien que toutes les populations, si je puis dire, ne sont pas à égalité devant l'outil numérique. Ce qui veut dire qu'il faut non seulement que nous accompagnions nos usagers dans l'utilisation de ces outils, mais que nous accompagnions aussi, si je puis dire, nos agents pour qu'à leur tour, ils puissent accompagner les usagers. C'est vraiment une démarche globale, systémique, qui implique à la fois usagers et agents. Et c'est pour ça que depuis le début, je dis qu'il faut vraiment veiller à ne pas séparer les deux. On ne peut pas améliorer la relation à l'usager sans travailler sur, encore une fois, la confiance et le fait que nous mettions nos agents en situation de leur répondre avec efficacité. L'idée, donc, c'est aussi évidemment d'apporter des services adaptés en termes d'ergonomie, en termes de parcours complet, éviter les ruptures de parcours dans nos outils, ça je n'y reviens pas. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de ces dispositifs d'écoute et de retour. Je terminerai sur cet aspect-là des choses avec 2 points d'attention majeurs par rapport auxquels nous sommes évidemment excessivement vigilants. Le premier, c'est la protection des données sensibles. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la journée. Donc le ministère, nos 2 ministères se sont dotés d'un délégué à la protection des données. L'enjeu, c'est évidemment que toutes ces démarches soient faites dans les règles de l'art, enfin tous nos outils soient développés dans les règles de l'art pour éviter que des données personnelles, ou au-delà d'ailleurs des données personnelles, des données qui feraient le bonheur du secteur privé, comme par exemple les traces d'apprentissage de nos élèves sur Internet. Donc l'idée, c'est que nos outils soient développés, mais en respectant, si je puis dire, ce volet protection des données. Notre responsabilité à nos 2 ministères est énorme en la matière. Pour le Maine, elle est d'autant plus grande que l'essentiel de nos élèves, la quasi-totalité, sont des mineurs. Et donc on voit bien tout ce que ça implique en termes de responsabilité sur ce volet données. Le deuxième point d'attention, qui est à la fois un point d'attention et une opportunité, c'est que l'enjeu du développement du numérique, c'est aussi de ne pas perdre le contact avec nos usagers, donc toujours garder, c'est pour ça que je disais ça ne remplace pas, ça complète, toujours garder la possibilité d'avoir ce contact physique ou par téléphone, et en aucun cas de le remplacer par un contact, intégralement par un contact dématérialisé. Et je dis une opportunité parce que l'idée c'est que nous puissions, et que nos agents puissent passer moins de temps sur les démarches les plus simples, qui ont vocation à être traitées par la voie dématérialisée, et pour pouvoir utiliser ce temps disponible, si je puis dire, pour avoir une relation entre guillemets plus qualitative, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'était pas avant, mais renforcer cet aspect qualitatif de la relation avec les usagers les plus éloignés du numérique ou les plus fragiles. Et donc peut-être justement sur ce dernier point, sur les publics les plus éloignés du numérique et sur le traitement de la fracture numérique, je vais commencer par revenir sur le périmètre État global, parce qu'évidemment la question, il n'y a pas que le Maine et le Mesri qui peuvent la traiter, même si, je vais y revenir, nous avons un rôle majeur à jouer. Il n'y a pas de miracle face à la fracture numérique. Je redonne juste quelques chiffres qui sont issus des travaux du secrétariat d'État au numérique, qui estiment qu'il y a 13 millions de Français qui n'utilisent pas ou peu Internet et presque 7 millions qui ne se connectent jamais à Internet. Donc on voit bien qu'on a effectivement tout un pan de la population qu'on ne peut pas toucher par nos démarches numériques et nos relations dématérialisées. Et donc dans ce cadre-là, l'action gouvernementale, elle s'organise autour d'un plan d'action national pour le numérique inclusif qui a été annoncé très récemment, le 13 septembre dernier, par le secrétaire d'État au numérique, et dont l'objectif est de forcer de former 1,5 million de personnes au numérique afin de réduire les inégalités en la matière. Et donc pour accompagner cette formation au numérique, 4 démarches principales sont proposées. Je ne les développe pas trop, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui est prévu. Évidemment, détecter les publics en difficulté, ça c'est l'étape incontournable.
proposer un accompagnement humain dans les démarches, former ceux qui le souhaitent grâce à l'institution d'un pass numérique. Là, j'y reviens en quelques mots. L'idée, c'est de créer un chèque de culture numérique qui donne accès en fait, à des crédits de formation pour pouvoir bénéficier de formations dans des lieux de médiation numérique. Et puis, consolider les acteurs de la médiation numérique. Ce sont les 4 axes, les 4 piliers de l'action menée par le secrétariat d'État au numérique. Pour conclure, je reviens à notre périmètre à nous. Nos 2 ministères, évidemment, ont un rôle majeur à jouer et ils le jouent à travers l'éducation au numérique. J'illustrerai juste avec un développement récent, porté par nos 2 ministères, par le CNED notamment, qui est PIX, la plateforme qui permet la certification des compétences numériques et qui, au-delà de la certification des compétences numériques, permet aussi de développer ces compétences. Donc on voit bien que nous diversifions nos modes d'action et que nous essayons de travailler sur les différents tableaux pour accompagner les différentes populations et notamment nos élèves dans cette réduction de la fracture numérique. Le premier risque de la dématérialisation des services, à savoir la protection des données personnelles et le traitement informatisé de ces données personnelles, c'est une question qui se pose et pour l'administration, mais également pour la médiation, puisque nous sommes amenés à traiter régulièrement des données personnelles au moment où la médiation est saisie. Alors, je vous propose d'entendre le témoignage de M. Gilles Braun, inspecteur général de l'Éducation nationale, qui a été conseiller de Vincent Payon pour la stratégie numérique. M. Braun vient d'être nommé délégué à la protection des données pour le ministre et il a co-rédigé en février 2018 un rapport sur les données numériques à caractère personnel au sein de l'Éducation nationale. Donc je vous propose d'écouter son témoignage. Mon rôle est de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel qui sont opérés par le ministère de l'Éducation nationale soient conformes aux législations en vigueur, principalement le règlement général de la protection des données, qui est un règlement européen qui rentre en vigueur depuis le 25 mai dernier. Il a été voté il y a 2 ans. C'est un règlement qui concerne l'ensemble des pays européens. Mon rôle aussi d'informer les acteurs et de les sensibiliser à la question des données à caractère personnel, puisque maintenant on a la notion de responsabilité est principale dans le règlement général de la protection des données. Donc on a un certain nombre d'acteurs qui sont responsables des données qu'ils traitent. Donc il est important de les sensibiliser au sujet et qu'ils comprennent les conséquences ou les implications que peuvent avoir les traitements qu'ils opèrent. Le médiateur est depuis ses origines soumis aux principes de confidentialité qui fondent l'exercice et même l'éthique de sa mission. D'une certaine manière, on peut dire que ce rôle rencontre celui du délégué à la protection des données. De quelle manière diriez-vous qu'il le fait ? Le médiateur est amené, de par son métier, il ne peut pas le faire sans avoir accès à un certain nombre de données à caractère personnel, puisque les situations qui lui sont exposées nécessitent d'avoir des informations sur le contexte de ces situations. Le médiateur va, disons, être informé de données de santé dans certains cas, ou de données relatives à une situation familiale particulière. Le règlement, la protection des données en général, va lui permettre d'avoir de nouveaux outils. Et donc le médiateur, d'une part, doit être en conformité avec ces textes, mais je pense qu'au-delà, ces textes lui donnent aussi un cadre, disons, qui va lui permettre d'assurer sa mission en toute légalité et donc de pouvoir répondre à des questions que pourraient se poser les personnes avec qui il est en relation. Il doit pouvoir répondre, d'une part, recevoir ces données, mais aussi répondre à des questions qui lui seraient posées sur qu'est-ce qu'il fait de ces données-là. Ce que vous dites est fondamental pour instaurer un climat de confiance, et parce que ce climat s'appuie sur des cadres de confiance. Dans cette idée, est-ce que vous diriez que la médiation s'inscrit dans ce mouvement vers une société de confiance ? On est dans une société où de plus en plus de process administratifs sont régulés, opérés par des traitements automatisés. Et je pense que les personnes, nos administrés, sont confrontés à des procédures d'affectation, de mutation, d'évaluation, qui sont de plus en plus traitées par des ordinateurs, le numérique en général. Vis-à-vis de ces process, il y a une certaine angoisse qui se développe, ou qui peut se développer, et surtout, il y a une absence, on a l'impression que l'humain disparaît de ces process. Donc, il est important de remettre dans
dans cette relation à l'administration, ce que certains appellent la gouvernance algorithmique, qui est un vrai sujet actuel, de l'humain. Et je pense que la médiation, comme le DPD, sont au cœur de ces process et peuvent répondre chacun, évidemment dans des situations différentes, répondre à nos administrés sur qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire à un moment donné, et de faire justement cette médiation, puisque c'est le mot qui définit le médiateur, entre un système administratif et puis qui peut être opaque, effectivement, et puis un besoin de transparence que tout un chacun est en droit d'espérer. Vous avez, pardon, excusez-moi, vous avez évoqué la dématérialisation de différentes démarches administratives dans l'éducation nationale. Par exemple, les plateformes, l'utilisation des plateformes d'accès à l'enseignement supérieur, les inscriptions dématérialisées aux examens et concours, les demandes, les démarches pour bénéficier d'une bourse de l'enseignement supérieur. Et la médiation est saisie par des requérants et qui, d'une manière directe ou indirecte, critiquent le fonctionnement de ces plateformes en expliquant qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un bug. D'autres personnes nous contactent parce qu'elles n'arrivent pas à contacter un interlocuteur, une personne humaine. Et nous sommes amenés à traiter ces différentes situations, donc de fracture numérique et également de décalage par rapport à ces procédures ou d'absence de contact humain. Et vous en avez parlé tout à l'heure en disant qu'il s'agit bien de garder le lien avec les usagers. Alors la dématérialisation peut être une chance pour l'administration, mais la question qui se pose est quelles sont les difficultés que la dématérialisation porte en elle. Et à ce titre, Monsieur Giffard, vous menez des recherches sur la culture numérique et vous avez publié différents rapports à ce sujet. La vidéo que nous venons de voir entre dans le champ des problèmes rencontrés par la dématérialisation. Outre votre passion pour la culture numérique et votre forte implication sur le sujet, vous avez exercé la mission de chargé de mission auprès du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pendant 1 an. Donc, à ce titre, vous avez rédigé une partie du chapitre du rapport 2016 du médiateur sur l'administration algorithmique. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler des obstacles et des écueils de la dématérialisation, des problèmes posés par l'utilisation des algorithmes dans le processus de décision administrative et le rôle du médiateur dans ce nouveau contexte de dématérialisation?